fait déjà un petit moment que j'avais pas eu de passage dans mon labo un kit de développement pour jeux vidéo. Si vous avez eu l'occasion de voir les précédents, j'avais déjà fait un épisode d'inspection sur un kit pour Sony PlayStation 2, puis ensuite pour la PlayStation 3, et aussi pour la Nintendo 3DS. Et récemment, on m'a prêté ce kit, qui est un kit de développement pour la Nintendo Wii et sa plateforme de téléchargement WiiWare. Et petit spoiler inoffensif au passage, on m'a aussi prêté ce kit de développement, qui est cette fois pour la Sony PSP, pour le cas où j'aurais aussi envie d'en faire un futur épisode d'inspection. Donc il n'est pas impossible que ça se produise un de ces quatre. Mais revenons à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce kit, qui est baptisé NDEV par Nintendo et qui est aujourd'hui toujours en état de fonctionnement, a été utilisé par un studio français pour développer une dizaine de jeux environ entre 2006 et 2012. Donc je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment, mais le but c'est de découvrir justement ce qui se cache dans cette boîte noire métallique au design très minimaliste et qui était fourni par Nintendo pour une somme de plusieurs milliers d'euros, sans pour autant qu'on en soit propriétaire, comme c'est bien précisé sur l'étiquette qui est juste là. Et l'étiquette en question, la voici, confidentielle, propriété Nintendo, revente interdite, ne pas retirer cette étiquette, bref, amis développeurs, vous êtes prévenus. Donc si on fait déjà le tour de cette boîte noire, sur cette façade avant on trouve deux slots dans lesquels on insère les cartouches mémoire GameCube, un slot ici pour carte SD, une série de 8 deep switch pour des réglages de configuration, en interne chaque switch représente un des 8 bits d'enregistre particulier, quelques boutons poussoirs, des LED et un afficheur LED 7 segments, et ceux-ci sont les 4 ports contrôleurs pour y connecter des manettes GameCube. Sur la face arrière, on apprend entre autres que ce kit est fabriqué par Sanchi Electronics et qu'il peut drainer jusqu'à 8,5 A. Ce kit est wireless, c'est-à-dire qu'il peut exploiter la connectivité Bluetooth Nintendo avec ses périphériques. À notre droite, il y a toute une série de connecteurs supplémentaires, dont ce connecteur audio-vidéo à relier à un écran TV, ici pour brancher le capteur de mouvement frontal, deux ports USB 2 reliés au host, un switch pour spécifier un Bluetooth filaire ou aérien, un port USB de contrôle de debug, un autre pour l'update du firmware, un port RS232 en DE9, un ultime USB pour l'interface disque dur, et bien sûr le bouton d'alimentation principal. Sur la face côté gauche, on a le connecteur Bluetooth filaire avec à côté l'antenne Bluetooth et le connecteur pour le câble d'alimentation. Voilà donc ce qui ressort d'une première approche rapide de ce kit NDEV. Alors au niveau de la configuration de travail, ça se présente comme ça. Il est relié par ses 3 ports USB et son port RS232 à un PC sous Windows XP Pro, sur lequel est installé l'ensemble du système de développement et le fameux SDK Revolution qui permet de développer les jeux pour cette console. Pour ce qui est du principe de fonctionnement, voici un schéma bloc qui vous donne une idée de son architecture, mais c'est au fur et à mesure que l'on va progresser dans son inspection hardware que vous comprendrez à quoi ça fait référence. Et on démarre cette inspection sans plus attendre, juste le temps de finir de tout dévisser et d'ouvrir le coffret. Alors un petit peu à l'instar du kit de dev pour la DS, on a une structure basée sur une superposition des circuits, donc on voit un premier et un second niveau ici. Et il y a forcément un troisième niveau en dessous, au moins pour l'alimentation à découpage. Ce premier circuit imprimé semble être la carte mère, d'ailleurs sous ce radiateur on aperçoit deux processeurs en boîtier BGA. On a semble-t-il plusieurs modules Bluetooth, celui-ci semble être plus gros que ceux d'en dessous. Superposition oblige, on a des connecteurs carte à carte comme ici, et il y en a 4 en tout. Là-bas au second niveau, j'aperçois ce qui ressemble à de petits modules de régulation de tension. Et on aperçoit aussi tout en dessous le bloc d'alimentation qui a l'air bien rempli. Première chose à faire, retirer le dissipateur thermique pour avoir accès au processeur. Il est visiblement plaqué contre les composants par de la pâte thermique, mais il se désolidarise facilement en forçant un petit peu. C'est une pâte particulièrement épaisse comme vous pouvez le voir. Alors je vais la retirer précautionneusement pour pouvoir la replacer correctement quand je remonterai tout ça après l'inspection. Il faut garder en tête que je dois rendre ce kit en état de fonctionnement parce que même si je ne sais pas s'il sera réutilisé un jour, ça n'est qu'un prêt.
Voici donc le CPU en boîtier BGA développé par IBM et basé sur leur architecture PowerPC RISC, cadencé à 729 MHz avec 64 kilo-octets de cache L1 et 256 kilo-octets de cache L2 et qui consomme 4 watts. On remonte ensuite vers le GPU, un peu plus gros, initialement développé par ATI, cadencé à 243 MHz avec en son cœur 3 Mb de mémoire graphique et 24 Mb de RAM. Il intègre aussi le DSP audio, c'est donc lui qui produit l'ensemble des sons de la Wii. Et vous remarquerez en suivant les pistes qu'ils sont tous les deux étroitement liés, ce qui est le cas de toutes les consoles avec un CPU et un GPU dédié. Et pour info, ça n'est pas par fantaisie que certaines des pistes sont tracées en serpentin, c'est une technique qui permet l'adaptation de la longueur des pistes pour le routage de paires différentielles. Je retire ce boîtier blindé qui se situe dans la zone contenant les modules Bluetooth, mais je doute que ça en soit un. Et en effet, c'est un atténuateur Bluetooth dont l'entrée est reliée au module par ce câble et dont la sortie est reliée au connecteur SMA externe par cet autre câble. Maintenant, pour aller plus en amont dans l'inspection, je vais devoir extraire tous les circuits du boîtier en commençant par la carte mère, qui est évidemment double face mais dont la face arrière est beaucoup moins peuplée que la face avant, et on découvre alors le second niveau de cette construction superposée. Il y a donc deux circuits juxtaposés, voici le premier avec pratiquement aucun composant sur la face arrière. Et voici le second avec, à première vue, beaucoup de circuits intégrés en boîtier QFP et qui lui aussi n'est peuplé que sur sa face avant. Et pour finir, au troisième niveau, donc complètement au fond du boîtier, on a ce bloc d'alimentation fabriqué par TDK que l'on passera en revue détaillée dans un instant. Toutes les composantes que l'on voit depuis la face avant du boîtier sont donc rassemblées sur ce seul circuit fixé verticalement et qui est relié au second circuit imprimé par ces deux câbles en nappe terminés par ce type de connecteur. Et voilà à quoi ressemble ce circuit une fois extrait. Il n'y a pas grand chose dessus, mais on note quand même le soin apporté à la fabrication, toujours très caractéristique de l'électronique japonaise et en particulier dans les appareils professionnels. De l'autre côté, il y a quelques composants de surface, essentiellement condensateurs et réseaux de résistance, mais pas plus. Pour ce qui est du petit circuit hébergeant les connecteurs pour les 4 contrôleurs GameCube, pas grand chose à dire de particulier, c'est propre. On va donc pouvoir maintenant s'attarder un peu plus sur chacun des 4 principaux modules pour analyser leur conception et leurs composants. Je ne reviendrai pas sur le CPU et le GPU puisqu'on les a déjà abordés, on va directement à ce petit boîtier blindé fabriqué par Mitsumi, qui est scotché au circuit imprimé et relié par un minuscule connecteur carte à carte, et qui n'est autre que le module Wi-Fi. On a là un réseau de 8 deep switch et toute une série de composants passifs, condensateurs et résistance juste derrière le connecteur audio-vidéo qui sont très certainement là pour filtrer le signal à sortir. J'ai un peu de mal à savoir à quoi correspond ce TSOP14 de Texas Instruments, mais il doit avoir un lien avec ces modules Bluetooth et en particulier celui-ci, qui est comme le module Wi-Fi scotché à la carte. Et juste pour info, on en trouve aujourd'hui à l'identique sur des sites chinois pour à peine plus de 1 € pièce. Il est lui aussi relié à la carte mère par un minuscule connecteur carte à carte, et comme je suis curieux de savoir ce qu'il abrite, je retire son blindage que je replacerai après. On y trouve donc ce chipset Broadcom BCM2045 que les fabricants d'appareils mobiles utilisaient souvent il y a quelques années car idéal pour une solution Bluetooth tout en un. Je pense que ce boîtier MSOP8 est une EEPROM et ceci est l'indispensable quartz de 12 MHz pour le BCM. Et directement tracé et incrusté dans le circuit imprimé, nous avons la l'antenne radio reliée au chipset. Il y a 2 modules Bluetooth dans ce kit, voici le second 100% identique au premier. Nous avons là 512 mégaoctets de mémoire NAND flash apparemment utilisée par les processeurs pour le stockage des données. Et dans ce boîtier, 64 mégaoctets de SDRAM graphique DDR3 exclusivement utilisé par le GPU. On passe maintenant sur l'autre face qui est beaucoup moins peuplée. Tous les condensateurs que vous voyez ici au centre du cercle sont les condensateurs de découplage du GPU qui est très sensible aux harmoniques de haute fréquence. Encore un autre boîtier FBGA ici pour 64 mégaoctets de SDRAM GDDR3, ce qui porte le tout à 128 mégaoctets. On trouve aussi autour du GPU ces condensateurs haute performance, haute précision avec une résistance série équivalente très faible. Ils sont d'ailleurs également présents sur les cartes Nvidia et AMD pour PC. J'ai aussi cerclé en rouge les condensateurs de découplage du CPU, tous recoupés au plus près du boîtier qui est juste de l'autre côté.
Ce boîtier de 64 broches AVE RVL est un encodeur audio-vidéo. Il est donc, avec cet amplificateur opérationnel, logiquement placé à proximité du connecteur multi-AV. Passons au second circuit imprimé qui regroupe les composants dédiés à la gestion des multiples entrées-sorties, qu'elles soient USB, RS232, contrôleurs, etc. Et les deux principaux composants sont ces deux FPGA Spartan série 3 avec chacun 200 000 portes pour 4320 cellules logiques. Ça vous paraît sans doute beaucoup, mais en fait le plus puissant de cette série en contient 75 000 pour 5 millions de ports système, donc ce modèle est plutôt en entrée de gamme. En boîtier TSOP, on a 16 mégaoctets de mémoire DRAM partagés par les deux FPGA, et ici un étrange circuit qui fait office de MASROM, SRAM plus Real-Time Clock, probablement en lien avec ce FPGA, mais aussi à proximité de cette pile bouton CR2032 de 3 volts. Un premier contrôleur USB SidePress en liaison directe avec le premier FPGA, et les deux autres, puisqu'il y a 3 ports USB 2 en tout, directement gérés par le second FPGA comme on peut le constater en suivant ces pistes. Et de l'autre côté de ces microcontrôleurs, on peut également suivre le tracé de leurs pistes différentielles qui les relient aux 3 ports USB 2. Et au passage, on note la présence de 2 quartz, celui-ci de 24 MHz pour cadencer les microcontrôleurs, et le second de 37 MHz pour cadencer les deux FPGA. On passe au troisième circuit imprimé dont la fonction première est de toute évidence la régulation des différents rails de tension qui alimentent l'ensemble du système. Le bloc d'alimentation qui fournit les tensions d'entrée en courant continu est donc branché sur ces deux connecteurs blancs. Sur ce connecteur noir se branche la nappe qui alimente le panneau frontal. Ici les deux connecteurs carte à carte qui permettent d'alimenter la carte mère et la carte d'entrée-sortie. Et enfin toute une série de modules de régulateurs de tension que l'on va regarder d'un peu plus près. Chaque régulateur est précédé d'une inductance et de plusieurs condensateurs de filtrage et le module de conversion continu-continu est lui disposé sur un petit circuit à part qui a la charge de transformer la tension qu'il reçoit en entrée en une tension différente stabilisée en sortie. Étrangement, on peut constater que les régulateurs 7 et 8 n'ont pas été peuplés, il doit y avoir une bonne raison, et que le régulateur 9 est différent des 5 autres avec une inductance beaucoup plus importante et aussi davantage de composants actifs. Les composants non peuplés ici ont une labellisation VR qui veut dire résistance variable, mais j'ignore à quoi elle devait servir. De l'autre côté, comme on le voit, rien de particulier à signaler. Et on termine par ce bloc d'alimentation fabriqué par le japonais TDK à la conception très soignée. Il s'agit bien entendu d'une alimentation à découpage. Le 230 volts arrive donc ici, un fusible de protection, 2 condensateurs suppresseurs d'interférence Carly, 2 inductances en mode différentiel et 2 varistances bleues. Tout cela permet de filtrer le courant en entrée. Le pont de diode primaire pour le redressage, donc comme je vous le montre de l'autre côté, à partir d'ici, le courant est redressé en continu. Ici on a sans doute le transfo de gestion de la surcharge. Ensuite ici, une diode de puissance et 2 transistors de découpage MOSFET. Au centre, le condensateur réservoir d'énergie en charge d'alimenter l'étage de découpage. Ici, le transformateur principal. Et ceci est le dissipateur thermique sur lequel sont fixés les MOSFET de découpage. Dans le secondaire, on a 2 diodes de redressement, inductance de lissage et condensateur. De l'autre côté, on a la circuiterie qui contrôle la modulation à largeur d'impulsion et la correction du facteur de puissance. Cet autre circuit monitore le courant et contrôle et gère les sécurités. Cette ligne discontinue définit la frontière entre le primaire à gauche et le secondaire à droite. Pas mal de SMD passifs sont au niveau du secondaire. Et juste au-dessus de cette ligne en pointillé se trouve le transfo principal qui définit l'isolation galvanique avec les 2 optocoupleurs juste derrière. Bref, voilà ce qu'on peut dire en un quart d'heure sur le hardware de ce kit de dev pour la Wii, qui date de 2006. J'ai reconstitué toutes les parties en dehors du boîtier en métal pour que vous ayez un aperçu global de son design électronique. Il est clair que sa conception est d'excellente qualité, aussi bien dans le choix des composants que dans sa structure, mais le contraire aurait été étonnant vu l'usage de cette machine. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à y mettre un pouce vers le haut et à le partager sans modération. À la prochaine!